Ça y est, le mois de juillet est terminé, mais nous ne sommes pourtant qu'à la moitié de l'été. Je vous avoue que je commence à en avoir un petit peu marre de l'été et j'ai envie si je pouvais, d'avancer le temps et de me plonger directement dans l'automne. D'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai prévu de faire, dans cette vidéo et durant ces derniers jours. Je vous emmène avec moi faire un petit tour en brocante, voir ce que j'ai pu dénicher, mais aussi j'ai débuté mon petit reset de rentrée. J'ai changé un peu ma déco et j'ai lancé certains projets de rentrée, certains projets d'automne. Je vous en parle tout de suite. Je reviens d'avoir été faire un tour dans une petite brocante. Je cherchais de la décoration d'automne. J'ai à la place trouvé de la décoration de Noël. Il n'est jamais trop tôt pour commencer. Il n'y avait pas beaucoup d'exposants, il n'y avait pas énormément de bonnes affaires à faire, mais j'ai quand même trouvé ici pour 50 cents pièce ces petits bougeoirs, les 3 assortis. Ensuite, j'ai trouvé pour 2 € la chronique des Bridgerton. J'ai pas regardé la série, donc je me dis c'est parfait, je vais commencer d'abord par lire le livre et après je verrai si je réactive mon abonnement Netflix pour regarder la série ou pas. Et enfin, j'ai trouvé, la dame m'a fait un petit lot, je voulais juste avoir le petit Olaf pour faire une petite décoration à Noël, et à la place elle m'a fait tout le lot, donc j'ai Olaf, je pense que lui c'est Sven, Anna, Elsa, je sais jamais laquelle est laquelle, et j'ai le petit renne, non je pense que le renne c'est Sven et le garçon c'est Christophe, le petit renne et le petit monstre des neiges, et j'ai eu le tout pour 3 €. Avoir acheté de la déco de Noël m'a donné envie de me projeter dans le temps. Alors certes, Noël, c'est un petit peu loin, mais avant, j'ai eu envie de mettre de côté l'été et de me consacrer à la rentrée et de faire un petit reset de rentrée en commençant par l'intérieur de ma maison. J'ai décidé de changer un peu la décoration. J'ai commencé par la cuisine, où je vous propose ici un petit avant et maintenant ici le petit après. J'ai réorganisé un peu la pièce, ça ne se voit peut-être pas au premier coup d'œil comme ça. Ce sont simplement des petits détails que j'ai changés, que j'ai modifiés, et j'ai également eu envie de sortir déjà la déco d'automne. Et oui, on est encore en août, mais je n'en peux vraiment plus de l'été et j'ai eu envie de sortir la décoration d'automne. En chinant, je suis tombée sur ce grand plateau très mignon. J'avoue que je ne savais pas trop quoi en faire et puis je me suis dit qu'il était parfait pour organiser un petit coin café, un petit coffee corner. Alors certes, c'est un petit coffee corner très, très spartiate, mais c'est un bon début. Je me suis ensuite attelée à l'autre partie de ma cuisine. J'en ai refait la décoration il n'y a pas très, très longtemps, je vous en parlais dans une vidéo précédente. Néanmoins, j'ai eu envie d'apporter à nouveau quelques petits changements pour lui donner une petite touche automnale et ajouter de nouvelles petites décorations dont j'ai fait l'acquisition très récemment. Ici aussi, je vous propose un petit avant-après, même si, une fois de plus, ce sont des tout petits détails, des petites touches automnales que j'ai ajoutées à la pièce. J'ai enfin pris soin de ces bacs dans lesquels je n'arrive absolument pas à faire pousser quoi que ce soit. La pièce est à mon avis trop ensoleillée et toutes les plantes y meurent. Je les ai donc retirées et remplacées par des petites décorations d'automne, bien évidemment. Et voilà ma petite version après. Comme je vous l'avais dit, ce sont des petits détails, des petites touches de décoration automnale que j'ai ajoutées. Je n'ai pas changé énormément
de choses dans la pièce. La configuration de la pièce ne me permet pas non plus d'apporter des changements immenses, mais je suis néanmoins contente de ces petites touches d'automne que j'ai apportées dans cette pièce. Pour le reste de la maison, c'est-à-dire principalement le salon, je n'ai pas fait de avant-après, puisque ce sont des petites touches que j'ai installées petit à petit, progressivement, jour après jour, pour me plonger de plus en plus dans cette ambiance automnale que j'aime énormément. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, qui dit rentrée, bonjour, ça va? Qui dit rentrée dit nouveaux projets, nouvelles résolutions. Et parmi mes résolutions de rentrée, les projets, les choses que j'ai envie de faire, il y a le fait de lire davantage de styles différents. Si vous êtes habitué de la chaîne, vous savez que les cosy mystery, les romances, ce sont mes styles littéraires de prédilection. Mais j'ai eu envie de tenter autre chose avec cette rentrée-ci. Et pour ne pas acheter des livres que potentiellement je vais pas aimer, je risque peut-être même de ne pas finir, ce qui me semblerait être un peu du gâchis, j'ai été faire un tour en boîte à livres où j'ai trouvé, deux polars. Le premier s'intitule Tiré à part. Je vous lis la 4e de couverture. Pour assouvir sa vengeance, le célèbre éditeur anglais Edward Lamb se sert d'un livre pour anéantir l'existence de son ami depuis 30 ans, Nicolas Fabry. Non pas que ses pages soient empoisonnées ou qu'il s'en serve comme un objet contondant, c'est sa simple existence, jointe à la diabolique habileté de Lamb, qui lui permettra de commettre le crime parfait. Et le deuxième, c'est La vallée des égarés de Céline Servat. Je vous lis la 4e de couverture également. Le Comminges, dans ce coin tranquille au pied des Pyrénées, la présence incongrue d'un corps mutilé va mobiliser les gendarmes de Saliès-du-Salat, associés pour l'occasion à la section de recherche de Toulouse. Marco Minelli, comptable sans histoire, se retrouve mêlé bien malgré lui à une enquête angoissante qui va le plonger dans les affres du doute, tiraillé entre la raison et la folie. Cette petite bourgade aux ruelles paisibles abrite-t-elle la tanière d'un tueur sanguinaire? Qui sera la prochaine victime? Donc ça, ce sont pour les 2 premiers polars que j'ai pris. Et ensuite, j'ai trouvé 3 thrillers. Le premier, c'est La 7e diabolique de Adrienne Weick. Victime d'une panne de train, un ex-auteur à succès et un étudiant réunis bien malgré eux échouent dans un manoir vermoulu du Cotentin. Leur cohabitation s'annonce houleuse, mais la découverte d'une correspondance soigneusement dissimulée depuis plus d'un siècle va tout changer. Son auteur, l'illustre écrivain Barbey d'Aurevilly, âme damnée du romantisme. Pourquoi cacher ces lettres et quel mystère entoure la jeune femme séquestrée dont il est question? À la poursuite d'un secret criminel datant du Second Empire, nos 2 détectives improvisés remonteront le temps à travers les vestiges des combats de 1871 pour élucider l'énigme de la recluse. Le deuxième thriller que j'ai pris, c'est Celle qui brûle de Paula Hawkins. Il suffit souvent d'une étincelle pour raviver un feu mal éteint. Qui cette nuit-là s'est faufilé sur sa péniche? Qui a tué et pour quelle raison le jeune Daniel Sutherland? Myriam, la voisine qui a découvert le corps, Laura, avec qui il a passé sa dernière nuit, sa tante Carla, avec laquelle il entretenait des rapports ambigus. Elles ne se connaissent pas, mais ont un point en commun. Chacune a été victime d'une injustice qui a gâché sa vie. Chacune couve une colère qui ne demande qu'à exploser, mais une seule a brûlé au point de tout consumer. Et le dernier thriller que j'ai trouvé qui aborde un peu l'univers des sectes, etc., c'est Le règne des Illuminati de Giacometti Ravenne.
Et je vous lis également la 4e de couverture. Antoine Marcas, flic franc-maçon, affronte une organisation secrète qui se revendique des Illuminati. Ce groupe occulte qui enflamme les imaginations depuis sa disparition mystérieuse au XVIIIe siècle. De Paris à San Francisco, Marcas remonte la piste d'une conspiration qui prend ses racines dans la Révolution française et traverse les siècles jusqu'au cœur de la Silicon Valley. Il devra déjouer les pièges du conspirationnisme ambiant pour retrouver le secret des Illuminati. Un secret aux frontières de la science, du règne de la terreur de Robespierre et Saint-Just à l'assassinat du président Kennedy, des loges maçonniques de la Révolution au Bohemian Club américain, apprêtez-vous à plonger dans les arcanes de l'histoire secrète des États-Unis. Je l'ai pas encore lu, mais ça me fait un peu penser au Da Vinci Code. On est un petit peu, je pense, dans cette vibe-là, le côté secte, complot, etc. Donc, à voir, c'est un bon gros bébé de 500, ouais, plus de 500 pages. Donc je vous dirai quoi quand je l'aurai lu. Et tant que j'étais en boîte à livres, j'ai également craqué pour 2 autres livres. Un classique, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, dont j'ai entendu parler énormément. Enfin, Aldous Huxley, c'est un des livres les plus connus. Je dis film parce que je pense qu'il y a eu une adaptation au cinéma, mais peut-être que je me trompe et que je confonds avec un autre livre. Défi, réquisitoire, utopie, ce livre mondialement célèbre, chef-d'œuvre de la littérature d'anticipation, a fait d'Aldous Huxley l'un des témoins les plus lucides de notre temps. Aujourd'hui, devait écrire l'auteur près de 20 ans après la parution de son livre, il semble pratiquement possible que cette horreur s'abatte sur nous dans le délai d'un siècle. Du moins, si nous nous abstenons d'ici là de nous faire sauter en miettes. Nous n'avons le choix qu'entre 2 solutions, ou bien un certain nombre de totalitarismes nationaux militarisés ayant comme racine la terreur de la bombe atomique et comme conséquence la destruction de la civilisation, ou bien un seul totalitarisme supranational suscité par le chaos social résultant du progrès technologique. Donc voilà, je vous ferai aussi un retour quand je l'aurai lu. Et j'ai pris un Disparu de Danielle Steel. Alors Danielle Steel, je trouve que c'est en général un petit peu gnangnan, cliché, mais en lisant la 4e de couverture, je me suis dit finalement peut-être pourquoi pas, celui-ci sera différent. Donc je vous lis la 4e de couverture. Marielle aura-t-elle droit un jour à sa part de bonheur sur cette terre? Épouse frustrée et prisonnière d'un lourd passé, elle partage sans joie la vie de Malcolm Patterson, milliardaire autoritaire et insensible qui la trompe ouvertement. Mais soudain, dans la pénombre complice de la cathédrale Saint-Patrick, elle se trouve face à face avec Charles, son premier mari, son premier amour, écrivain en exil revenu à New York au chevet de son père mourant. Un regard et quelques mots échangés ont suffi pour faire renaître leurs sentiments. C'est alors que le drame éclate. Teddy, l'enfant du couple Patterson, est kidnappé. Charles, le proscrit, est suspecté. Des preuves formelles le font inculper et traduire en justice. Manifestement, Malcolm et l'establishment veulent sa peau, et pendant le procès à sensation qui s'engage, au fil des audiences dramatiques, la vérité, l'invraisemblable vérité, s'impose peu à peu. Voilà, j'espère que ce sera pas trop gnangnan et que y aura un petit peu ce côté suspense qui sera davantage exploré dans ce roman de Danielle Steel. Et c'est tout pour ce que j'ai trouvé en boîte à livres, ce qui est quand même déjà pas mal. Ça me laisse de quoi faire et de quoi découvrir le genre du thriller et du roman policier, du polar. Même si je suis très impatiente d'être en automne, il y a un avantage à l'été, c'est le fait de pouvoir profiter du soleil, des températures douces, parfois peut-être un petit peu trop chaudes, mais ça me permet de faire de jolies balades. Je vous emmène avec moi faire un petit tour le long de la Sambre, une rivière qui coule dans le nord de la France et en Belgique. Ce jour-là, il y avait très peu de monde. J'ai croisé un dinosaure, quelques promeneurs ainsi que quelques pêcheurs, mais c'était très très calme et très très apaisant comme petit coin où se promener.
Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous connaissez mon amour pour les vieilles pierres et pour les églises. Ce jour-là, je suis passée devant une petite église qui était ouverte aux visiteurs. J'en ai donc profité pour la visiter. Elle était toute petite et c'est un peu dommage parce qu'elle était un petit peu négligée. Elle tombait un peu en délabrement. Certaines statues étaient un petit peu abîmées et égratignées par le temps qui passe et quelques coins de l'église étaient également abîmés. On le voit là sur cette statue de Saint-Antoine de Padoue. Il a un petit peu souffert du temps qui ne l'a pas vraiment épargné. Cette église était dédiée à Notre-Dame de la Joie. Et bien qu'elle soit toute petite, elle n'en était pas moins très très accueillante et très très chaleureuse. J'ai beaucoup aimé pouvoir y passer quelques minutes et avoir cette sensation de l'avoir rien que pour moi toute seule puisque j'étais la seule dans le bâtiment à ce moment-là. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous êtes aussi heureux et détendu que ce petit monsieur qui, comme à chaque fois, vient clôturer ma vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous lis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.